Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de relecture des propos des dirigeants et autres personnalités. Ils sont 5 ou 6 à nous offrir le menu du jour, ceux dont les propos nous intéressent pour le numéro de ce jour. M'accompagne dans l'exercice Adrien Moussou, bonjour à vous. Bonjour Jérôme, bonjour Saturnin, bonjour l'Afrique. Bonjour Saturnin Diassou. Bonjour Jérôme Kassa, bonjour au doyen Adrien Moussou, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. C'est la Côte d'Ivoire qui nous offre le premier numéro du jour à travers les propos de Gbagbo. Nous commençons par lui et il dit exactement ceci. Je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. J'ai souhaité que, de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détende l'atmosphère dans le pays. Saturnin, votre lecture. C'était attendu, parce que nous l'avons dit sur ce plateau, sur le précédent numéro de cette émission, que depuis que Laurent Gbagbo est rentré au pays, on n'a pas eu des signes officiels, je veux dire, de contact entre lui et Alassane Ouattara, qui a quand même dit avoir accepté le retour de Gbagbo, faciliter son retour, lui réserver les honneurs dus à son rang d'ancien président de la République, au nom de la réconciliation. Beaucoup ont déploré qu'à l'aéroport, qu'il n'y ait pas eu un émissaire du gouvernement, pas même le ministre de la Réconciliation, pour accueillir Laurent Gbagbo. Alors, quand cette rencontre a été annoncée entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, beaucoup se réjouissaient et attendaient de voir ce que ça allait donner, quels sont les éléments que les deux adversaires d'hier vont envoyer à l'opinion publique, non seulement ivoirienne, mais internationale. Ça a été fait. Ça a été fait et la conférence de presse qui a suivi a apporté des éléments qui pourraient, a priori, rassurer les uns et les autres que les deux principaux challengers de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010-2011 sont dans une prédisposition qui ferait avancer le projet de réconciliation en cours dans le pays. Mais ça, c'est ce qui est officiel. Au-delà de ce qui est dit, au-delà des mots, les années à venir nous renseigneront sur la sincérité, la profondeur de ces engagements-là qui sont pris aujourd'hui, de se rencontrer souvent pour parler, pour discuter des questions touchant au développement de la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens en ayant ensemble puissent voir que 2010-2011, c'est du passé et que désormais il y a un avenir à construire. Et comme je le disais tout à l'heure, les années à venir, nous édifierons davantage sur la sincérité de ces acteurs politiques, parce que les intérêts politiques sont ce qu'ils sont. Votre première lecture, Adrien? Non, c'était une rencontre qu'il fallait forcément initier et le président Alassane Ouattara n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix parce que... Il l'a fait contraint, vous voulez dire? Je peux ainsi le dire. Il a contraint? Ah non, pas comme les événements. Vous avez vu, avec l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, les différentes rencontres qu'il a commencé à avoir, les propos qu'il a commencé à tenir, les déclarations. Vous comprenez bien? Ah oui, il faut bien les décrypter parce que lorsque votre adversaire politique, il rentre, il dit qu'il est désormais un soldat prêt, vous comprenez bien, c'est qu'il n'a pas désarmé. Pour autant, au passage, il a fustigé votre troisième mandat, même si pas de façon ouverte, mais à décrypter le message et les propos. C'est cela, justement. Après, il a rencontré l'autre ténor, l'autre dinosaure de la classe politique ivoirienne, Henri Konan Bédié. Vous comprenez bien? Alors là, à Abidjan, le pouvoir s'est dit, attention à ces taxes-là qui sont en train d'être mises en place. Il fallait faire beaucoup attention. Donc, c'est sans grande surprise que le jour de la fête de la Tabaski, bon, au détour d'une interview, Alassane Ouattara a fait savoir que, qu'est-ce que c'est savoir, il rencontrerait Laurent Gbagbo. Évidemment, il fallait cela parce qu'entre-temps, la tension, je dirais, un peu, a commencé à monter d'un cran. En cela que l'un des porte-parole du parti du président Alassane Ouattara était monté il y a au créneau pour commencer par passion vitriol, Laurent Gbagbo, indiquant même que les 3000 morts qu'il y a eu lors de la crise 2010-2011, que c'est à mettre sur le compte de l'autre parti encore, que les gens sont en train de parler de la justice des vainqueurs. Vous comprenez bien qu'ils devraient savoir raison garder parce que nous n'avons pas cessé de légitimer ce plateau. Vous avez vu, les deux hommes ont quand même initié une sorte de paix des braves, nous pouvons le dire ainsi. Là, il faut bien qu'on fasse rabattre le caquet. En cela que parfois, lorsque les grands patrons ils se chamaillent, il faut que les sous-fifres fassent un peu attention. Il ne faut pas qu'ils se livrent tout de suite à des déclarations intempestives qui pourraient compliquer la tâche à leur patron. Parce que celui qui doit être heureux au soir de cette rencontre, c'est plutôt Alassane Ouattara. Pourquoi? Il aurait suffi que Laurent Gbagbo
ne se rendit pas à cette rencontre que vous aurez compris que il a pris une certaine position qui n'arrange pas forcément cette réconciliation, cette promotion de la paix qu'on ne cesse de chanter depuis qu'on a eu le 3e mandat à Abidjan. Un acte de sincérité, selon vous, Saturnin? Je présume que c'est un acte de sincérité, parce qu'il y a quand même une plaie à penser, pas seulement au niveau de Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo, parce qu'il ne faudrait pas qu'on réduise la réconciliation dont on parle en Côte d'Ivoire à ces deux personnages. C'est vrai que ça a commencé au sommet de l'État en 2010. Ça a dégénéré, c'est allé au bas de l'échelle, ça a pris l'allure d'une guerre civile avec des milliers de morts. Aujourd'hui, les deux hommes se retrouvent. Ceux par qui tout a commencé, ils se sont retrouvés. Il faudrait qu'on pense aux autres qui sont en bas de la pyramide. Il faut qu'on descende. Et c'est déjà un premier pas qui est posé. Envoyer ce signal à tout le monde pour dire que oui, les intérêts politiques, comme je le disais, sont ce qu'ils sont. On était adversaires politiques. On est arrivé à un niveau où il ne fallait pas arriver parce qu'on a eu des morts, on a eu quelqu'un qui est sorti de son pays, soit dit en passant, qui a perdu sa maman, qui n'a pu revenir. Parce qu'il y a des éléments qui sont quand même forts, qui ont été avancés pendant cette rencontre. Lorsqu'Alassane Ouattara se rappelle qu'à l'époque, il était en exil et qu'il a perdu sa maman, et qu'il a fallu quelqu'un comme Laurent Gbagbo pour faciliter son retour au pays afin qu'il puisse prendre part aux obsèques de sa maman, alors que lui, il n'a pas eu cette chance. Il était à la Cour pénale internationale, il était détenu à La Haye lorsque sa maman est décédée. Il n'a pas pu participer aux obsèques, il n'a pas pu rendre les derniers hommages à sa maman. C'est des éléments qui sont forts, qui touchent la sensibilité de chacun des deux. Donc, quand on va jusque-là, je présume que oui, les hommes politiques, comme excuse le terme, sont parfois traités de clowns parce qu'ils sont capables de vous dire quelque chose alors qu'ils de vous embrasser, alors qu'ils ont un couteau derrière le dos qu'ils vont vous planter d'ici là. Quand on va jusque là, il faut commencer par descendre. Pour qu'au-delà des deux personnages, qu'on aille. Il y a des victimes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont manifesté avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, qui disaient qu'ils ne voulaient pas de lui, qu'ils attendent qu'il soit traduit devant les tribunaux en Côte d'Ivoire, qu'il réponde des faits. Parce que n'oublions pas, on a blanchi Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Il y a eu un conflit en Côte d'Ivoire qui a fait des milliers de morts, qui n'a pas de responsable jusqu'ici. Et ceux-là sont livrés à eux-mêmes. Ils ont besoin quand même d'explications sur ce qui s'est passé. Ils ont besoin, à défaut d'être dédommagés, qu'on aille vers eux pour quand même les consoler. Donc c'est un pas important qui est posé, qui je présume est sincère. On verra la suite. Et la suite, pour moi, c'est qu'on aille vite dedans avant des échéances qui arrivent, qui pourraient amener des situations d'adversité qui feront perdre de vue le chantier de réconciliation qui est engagé. Parce que la revanche peut être déjà 2025. La revanche peut être déjà cette élection présidentielle qui arrive, avec quelqu'un qui a dit, c'est moi qui avais gagné les élections en 2010, on m'a dégagé, on m'a arraché le pouvoir, maintenant je suis revenu. Si dans la Constitution il n'y avait pas de balises qui ont été mises pour limiter l'âge, pour quand même empêcher certaines personnes de se retrouver, ça peut être le rendez-vous de la revanche entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Même si eux deux ne se présentaient pas, ils auront quand même des poulains qu'ils vont soutenir. Et on pourrait se retrouver dans une autre situation d'adversité. Et qui sait si les résultats de cette élection, si ça n'arrangeait pas un camp, seront acceptés par ce camp-là. Donc il faudrait qu'on aille vite dans ce processus et il faudrait qu'on soit sincère surtout. Gbagbo a parlé convenance, mais là aussi parlé utile, en disant ceux qui sont au niveau, sortez-les. Justement, parce qu'il dit que c'est lui qui était le chef de file de l'opposition. Il était également incarcéré, mais quelque part d'autre. Maintenant que lui, il est libre de ses mouvements, il va falloir que ses partisans, également, ses alliés, soient libérés. Et il fait bien de le dire, parce que, contrairement à ce à quoi on assiste souvent, il y a certains hommes politiques, une fois que on a essayé de tout faire pour que la situation soit revue, ils s'en foutent. Les autres peuvent croupir en prison. Gbagbo fait bien de poser ce problème-là, parce que il ne l'aurait pas fait que ce fût un raté de sa part. Parce que, n'oubliez pas, il doit pouvoir convaincre et rassurer ceux-là qui demeurent, ses lieutenants et ses partisans. Parce que le FPI, Laurent Gbagbo, est toujours là. Ils veulent également aller à la conquête du pouvoir d'État. Et ça, tu ne fais bien de le rappeler. Si, en 2025 ou plus, Alassane Ouattara n'est pas candidat, Gbagbo ne l'est pas, c'est sûr qu'ils auront un des leurs. Et ça va se jouer à distance, certes. Mais toujours est-il qu'eux seront là pour coacher
ceux-là qui seront appelés à porter l'étendard de leur parti politique. Vous comprenez bien que Gbagbo tient également certaines cartes entre ses mains et il faut bien compter sur lui, encore en Côte d'Ivoire, sur l'échiquier politique ivoirienne. Mais attention, n'oublions pas l'autre dinosaure, Henri Konan Bédié. Et oui, justement, et j'ai dit tantôt que pour avoir vu Laurent Gbagbo aller se jeter dans les bras pratiquement de leur doyen, de leur plus ancien Henri Konan Bédié, déjà ces taxes-là pourraient faire mal. Donc, est-ce qu'en initiant abrupto cette rencontre-là avec Laurent Gbagbo, bon, il est en train de freiner des ardeurs? Mais attention, nous sommes sur un terrain politique. Ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara ont eu une rencontre que Gbagbo ne demeurait pas avec ses convictions politiques. Et oui, lorsqu'on dira demain que ça y est, il y a une joute électorale, mais le FPI aura des candidats. Ah oui, Laurent Gbagbo en veut. Il n'a pas dit son dernier mot, c'est-à-dire qu'on doit beaucoup faire attention. Gbagbo a-t-il des chances d'être entendu sur ce coup-là, à la tournée? Il a des chances d'être entendu. Encore que, on l'a dit, il y a un chantier réconciliation qui a été ouvert. Et quand on dit réconciliation, la réconciliation ne doit pas mettre en marche quelqu'un. Il ne doit pas avoir quelqu'un en marge de la réconciliation. Il faudrait que tout le monde soit dans la réconciliation. Et si j'étais à la place des autorités ivoiriennes actuelles, je parlais du gouvernement de Alassane Ouattara, je discuterais avec Laurent Gbagbo d'un chronogramme pour qu'on atteigne cet objectif commun de pacifier le pays. Je le disais sur le plateau à un précédent numéro, pour avoir vécu la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire. Anecdote pour anecdote, je me suis retrouvé quelque part, je crois que c'était le jour de mon retour de la Côte d'Ivoire, avec quelqu'un que je connaissais, un compatriote qui m'a dit, mais prenons un pot avant que tu retournes dans ton pays. J'ai dit, ok, on se retrouve là. J'avais celui qui m'avait été affecté, qui m'aidait dans mes déplacements, le chauffeur, qui était un Ouattara chaud, pour ainsi dire. Et il s'est fait que celui chez qui on allait était un pro-Gbagbo, dur. Nous étions arrivés, il fallait prendre le pot. La présidentielle venait de prendre fin, chacun faisait le débrief. Le pro-Gbagbo a pris la parole, mais tel qu'il parlait déjà choquait le pro-Ouattara qui a préféré garder silence jusqu'à la fin, qui n'a rien dit. Oh, moi, j'étais venu là, dans son véhicule. Il a fallu qu'on amorce le chemin du retour pour qu'il prenne la parole pour me dire que ce qu'il disait, ça l'énervait tellement, il avait envie de le gifler. À ce point? À ce point. Deux Ivoiriens assis à table qui ne pouvaient pas se parler parce que l'autre est un pro-Gbagbo et celui-ci est un pro-Ouattara. Le pro-Gbagbo tenant des propos pour dire cette élection qui s'est passée, c'est du leur, ça va être rejeté, ils vont frauder et tout. Le pro-Ouattara se trouve frustré au point de dire ça m'énervait, j'avais envie de le gifler. Vous imaginez jusqu'où c'est allé au niveau de la population ivoirienne, jusqu'où on est allé, les querelles politiques ont fait dresser des barricades entre des citoyens d'un même pays. Donc je disais que je serai à la place des autorités ivoiriennes actuelles, que je discuterai avec ce principal adversaire qu'est Laurent Gbagbo hier. Ça n'empêche pas Laurent Gbagbo de rester opposant. Dans tous les pays, opposition, mouvance, on est de même pays, on peut se retrouver pour parler du pays, chacun gardera sa position. Ce n'est pas dire une alliance entre Ouattara et Gbagbo qui est souhaitée. Et quel est le chronogramme que moi je suggérerais par exemple? Laurent Gbagbo est là. Oui, il y a Charles Blé Goudé qui est à l'extérieur qui demande à rentrer aussi. C'est un cas. Laurent Gbagbo plaide pour ceux qui sont dans les prisons ivoiriennes. Mais avant qu'on aille jusque-là, et si on faisait un détour aller voir les victimes, si on les invitait, si on discutait avec eux, parce qu'eux, ils ont perdu des parents. Il y a des gens qui sont morts. Certains sortiront de prison, mais d'autres ne sortiront pas de leur tombe. Il faut qu'on aille voir les familles, qu'on discute avec ces familles-là, qu'on essaie comme on le dirait en langue ivoirienne, qu'on essaie de leur dire yako, comme ils le disent chez eux. Des victimes, on en a rencontré, on en a vu dans des éléments dans la presse, qui parlent encore des balles qu'ils ont reçues dans les yeux, qui présentent encore des stigmates, des gens qui ont été amputés et qui seront là, sans qu'on aille les voir et voir que, oui, c'est par qui ça a commencé, sont rentrés au pays, ceux qui sont dans les prisons sont sortis. Et puis nous, dans tout ça, nous répondons de quoi? On nous traite de quoi dans tout ça? Ça pourrait être mal vu. Donc ce chronogramme pourrait prendre par là,
aller rencontrer les victimes, discuter avec les victimes. L'État, c'est une continuité. Comme le dirait 2010-2011, les acteurs sont encore là, Alassane Ouattara est encore au pouvoir. C'est qu'il faut mettre en place une commission réconciliation, vérité, comme ça a été fait par ailleurs, je crois, en Afrique du Sud. C'est qu'il faut y aller pour que les cœurs soient apaisés. Et comme ça, quand on sortira de prison, on sait qu'on est désormais ensemble, on évolue, les moments d'élection seront des moments d'adversité, et puis ça va passer, on va continuer. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est quoi? Il ne faudrait pas que les victimes se disent, ben, je n'ai pas eu de justice, il faut que moi-même je me rende justice. Et quand ça va être le cas, ça va être encore dangereux. C'est à redouter? C'est à redouter. C'est à redouter. Si ceux qui m'ont fait mal hier, en tout cas ceux... Au nom de qui c'est arrivé? C'est arrivé, sont là aujourd'hui, et puis moi... Je n'ai pas satisfaction. Moi, j'ai perdu des parents, je suis amputé, je présente des stigmates, je suis invalide à jamais peut-être. Et puis, je vois ça. Mais on peut être révolté au point de dire qu'il faudrait qu'on se rende justice. Et vous savez comment ça se passe, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays. Ça devient une guerre civile. Telle ethnie s'en prend à telle autre ethnie. Ce sont ses parents. On commence à mal se voir. On commence pas à se régler les comptes, s'envoyer des choses qu'on ne devrait pas faire. Alors que les acteurs politiques sont là. Ils se le voient toujours, comme le disait quelqu'un sur ce plateau. Quand les acteurs politiques sont en conflit, il faut savoir comment s'y prendre. Ouattara dit après la fête de l'indépendance, je vais m'y pencher. Il y allait très vite, non? Il n'a pas le choix. Parce que... presse. Oui, il revient de convaincre son face-à-face, son vis-à-vis, Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo patientera de constater ce qui sera fait avant de poser encore d'autre part. Parce que ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Je ne veux pas dire que c'est un puzzle politique, mais non. Mais attention, il faut y aller avec toute la délicatesse requise. Et oui, parce que à ne pas faire preuve d'entre-gens, Alassane Ouattara, c'est lui qui joue gros là, en fait. Parce que il lui revient, une fois encore, de convaincre Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir tout le monde à dos. Vous voyez bien, tout le monde à dos, en fait. À dos, il sait qu'en abrégé, à dos, mais à dos, il ne sert à rien d'avoir tous les dinosaures ou toute la classe politique, la plupart, à dos, contre soi. Donc, il a intérêt. Le ministre de la Réconciliation, bon, nous avons tout compris, ce dossier le dépasse. Ce dossier le dépasse. Déjà, dans ce même studio, nous avons déjà dit qu'il y a certaines sommités face auxquelles lui ne peut pas s'adresser pour parler de réconciliation et de paix. Vous avez vu la situation? Les données ont obligé le président Alassane Ouattara lui-même à aller au front pour rencontrer ceux-là qu'il doit rencontrer afin qu'ils se parlent franchement. Gbagbo peut-il faire rentrer Soro, Saturnin? C'est l'autre élément qu'il faut prendre en compte. Il faudrait que, à moins qu'il se mette au-dessus de la mêlée. Parce que non seulement Gbagbo aurait des comptes, je mets ça conditionnel, à régler, des comptes personnels à régler avec Alassane Ouattara, c'est pour ça qu'il parle de rendez-vous de la réunion sur 2025, mais il en a encore particulièrement à régler avec Guillaume Soro. Nous savons comment Guillaume Soro, de 2010 à aujourd'hui, est passé du camp de l'un au camp de l'autre pour finalement se retrouver seul. Quel intérêt Gbagbo a aujourd'hui à défendre le retour au pays de Guillaume Soro? Alors que Guillaume Soro, pendant 2010, la crise post-électorale 2010-2011, l'a carrément lâché et allé remettre à mes bagages, chez Alassane Ouattara, dont il est devenu le Premier ministre, parce qu'il a remis, je crois, son tablier, et l'autre l'a maintenu. Pour la suite, on essaie de terrain politique, il faut savoir comment jouer. Quand on sait le pion que celui-là a été parlant de Guillaume Soro. Au-delà de cette pacification dont on parle aujourd'hui, la réconciliation dont on parle aujourd'hui, sur l'échiquier politique, c'est un travail qu'il faudra faire. Et si Gbagbo pouvait porter ce manteau et faire rentrer celui qui est aussi son adversaire aujourd'hui, je l'appelle ainsi, Guillaume Soro, ce serait bien. Et là, au-delà de 2010-2011, au-delà de la lutte fratricide qu'il y a eu, on verra un échiquier politique plutôt réuni, pour utiliser l'expression de quelqu'un, peut-être pour un nouveau départ. Mais aujourd'hui, comment ça se joue entre Guillaume Soro et le pouvoir qui est là? C'est déjà ça qu'il faut voir, parce que Alassane Ouattara avait déjà promis à Guillaume Soro, avant même qu'il soit condamné, que ce serait à la perpétuité, et ça n'a pas manqué, comme pour dire comment le président de la République, le chef d'État sont dans le secret des dieux de la justice, pour ainsi dire. Et puis, il a eu, ça va être une discussion qu'il faudra mener avec le pouvoir en place. C'est heureux de savoir, d'écouter ce langage que Laurent Gbagbo a tenu la dernière fois au palais de la présidence en Côte d'Ivoire. Il est président de la République, il a les moyens de le faire, de voir ce qu'il peut faire. C'est diplomatique, c'est élégant. Ailleurs, on aurait entendu
nous exigeons. Nous exigeons. Il faut. On doit. Et quand vous restez dans cette logique, vous avez ce langage, vous n'êtes pas en position de force, l'autre est là, il fera son Dieu, petite idée, le temps qu'il faudra, le temps qu'il sera là, et peut-être qui sait si après lui, il n'aura pas quelqu'un qui ira dans la même logique, qui ira sur les mêmes voies que lui. Gbagbo peut peut-être faire rentrer Isoro, Adrien? Difficile à dire. Je vois plutôt Henri Konan Bédié dans ce rôle. Parce qu'il faut bien que Gbagbo fasse tout pour que Blé Goudé rentre. Ah oui. Ça va être plus facile. Plus facile. C'est ça. Alors, attention, c'est vrai qu'il y a des comptes à régler par là également. Vous avez senti assez développé cela, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais plutôt, je vois plutôt l'autre dinosaure, Henri Konan Bédié, mettre ça dans la balance au cours d'une éventuelle négociation ou de futurs échanges. De sorte qu'il va lui revenir d'apaiser également Laurent Gbagbo afin qu'il ne veuille pas du retour de Guillaume Soro. Mais rappelez-vous, au moment où on l'a arrêté en 2011, Gbagbo, je vais le paraphraser, il faisait comprendre que tout cela, certains seront en exil, certains seront si. Vous avez vu aujourd'hui, certains sont morts. Guillaume Soro est en exil. Gbagbo, lui, il est rentré. Comme une prophétie. En fait, je ne veux pas dire qu'il est prophète, mais quelque part, il a su lire entre les lignes. Donc, ce qui voudra dire que les plus forts d'aujourd'hui ne sont pas tout le temps forts. Les uns et les autres doivent pouvoir se rendre à l'évidence que lorsqu'on est aux affaires de la République, les affaires de la nation, de l'État, il faut savoir adopter la juste mesure parce que demain, là, il peut y avoir un retournement des situations et vous pouvez vous retrouver par terre. Rencontre Gbagbo-Ouattara, un exemple à suivre sur le continent? Je pense un exemple à suivre au-delà de ce qu'on a vu comme image. Je ne voudrais pas donner d'autres exemples de pays dans lesquels des adversaires politiques se sont retrouvés. Certains qui ont été en exil sont revenus, ont pris le pouvoir. Heureuses circonstances, ils se sont retrouvés. J'ai entendu quelqu'un dire, les querelles politiques sont ce qu'elles sont. La politique, elle est derrière nous. Nous allons construire ensemble le pays. J'ai entendu l'autre répondre, nous étions des amis, nous sommes des amis, nous serons des amis. La suite, nous savons ce que ça a été. Aujourd'hui, dans ce pays-là, dont je ne voudrais pas donner l'exemple ici. Un exemple à suivre, je disais, au-delà de l'image, parce qu'il faudrait qu'il y ait de la sincérité. De la sincérité. Il n'y a pas que des acteurs politiques. Il y en a que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, il y a des opérateurs économiques, des gens qui font vivre des poumons de l'économie des pays, qui sont chassés par ceux peut-être d'une manière ou d'une autre qui se sont retrouvés en politique. Et vous savez ce qu'est l'argent en politique. Lorsque vous êtes en politique, vous avez de l'argent, vous êtes un ennemi en puissance. Vous pouvez financer beaucoup de choses, donc il vaut mieux vous détruire. On va se livrer à ces jeux pas catholiques, et ceux qui en paient, c'est toujours les citoyens qui en paient. Il faut se garder ça en tête. Là, on parlait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ceux qui sont morts en 2010, 2011, on ne sait pas quelle place ils occupent dans l'au-delà, est-ce le paradis ou l'enfer, si ça existait. Mais les deux principaux adversaires sont là aujourd'hui. Quand ça commence, ce sont les citoyens qui en paient. Alors il vaut mieux, au-delà des querelles politiques, essayer de se réconcilier. Pas de mettre tout le monde, de fondre tout le monde dans sa vision. Pas de faire partager sa vision à tout le monde, mais de laisser chacun dans sa vision et de faire de chacun un citoyen, un concitoyen, des compatriotes dont on a besoin pour la construction du pays. Même question, Adrien. Oui, un exemple à suivre? Un exemple à suivre. Et en cela que le droit, la différence ne peut pas nous empêcher d'avoir des visions contraires parfois. C'est que chacun a une vision. Et en fait, politique, il faut savoir avoir une vision. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, il ne saurait avoir réconciliation franche sans qu'on ait pensé à marquer d'une façon ou d'une autre ce qui s'est passé. En cela qu'il faut se souvenir des 3000 morts et plus en Côte d'Ivoire. On a beau se réconcilier, les dinosaures, les puissants de l'heure ont beau se réconcilier. Mais si on oublie les 3000 victimes et plus, on ne se serait pas véritablement réconcilié en Côte d'Ivoire. Les âmes pourraient crier vengeance. Nous passons dans le pays d'à côté, nous sommes au Mali. Et là, nous parlons de l'agresseur d'Assimi Goïta. Admis au CHU Gabriel Touré et puis au CHU du Point G, deux hôpitaux de Bamako, il est malheureusement décédé, c'est ce qu'a dit le communiqué du gouvernement par la télévision malienne. Oui, il faut avouer que j'étais un peu perplexe d'entendre que
celui-là qui, à peine, hein, il y a même pas 2 semaines, et puis il a rendu là, bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Bon, nous autres ne sommes pas sur le terrain. Ça vous intrigue? Oui, ça, tant soit peu, parce que quand même, on a réussi à le maîtriser. Il a été pris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'entre-temps, il a été malmené, roué de coups, une torture a-t-elle pris par là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que nous autres, nous serons contentés d'un simple communiqué du gouvernement. Trop facile, c'est ça? Oui, bon, la célérité avec laquelle on se pourfait également d'un communiqué. Bon, je suis content soit peu, je suis journaliste quand même. Le peuple a droit à l'information. Oui, on la donne. Oui, le peuple a droit à l'information. Alors là, allons au-delà. Alors il faut qu'on permette également à ceux qui veulent bien investiguer par rapport de faire le travail, afin qu'une fois pour toutes, les uns et les autres soient situés. Parce que ça ne fait que commencer là. Je veux bien croire que ce que dit le communiqué est ce qui s'est passé réellement. Et bon, on tirera les conclusions qui s'imposent. Mais s'il s'avérait que ce n'est pas le cas, vous comprenez bien que les princes régnants actuellement au Mali ont des problèmes. Fortuna, suivre Adrien, il s'agirait d'une mort suspecte plutôt. Il y a des questions que je me pose aussi. Nous sommes journalistes, on nous a demandé de nous méfier des sources officielles parce qu'on ne vous servira que ce qui a. Ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas les meilleurs. Lorsque vous avez une information d'une source officielle, votre travail de journaliste vous demande de prendre pas vos sources à vous pour chercher à vérifier l'information de la source, ce que donne la source officielle comme information. Jusqu'ici, sauf erreur de ma part, on nous a dit que oui, celui qui a attaqué le président de la transition au Mali est allé de tel centre hospitalier à tel autre centre hospitalier, mais je n'ai pas lu ce pourquoi il a été admis dans ces centres hospitaliers. Il souffrait de quoi? On va tout au moins nous dire de quoi il souffrait, avant de nous dire, après l'autopsie, puisqu'on a parlé d'autopsie qui serait faite, de quoi il est mort. Un jeune homme, nous a-t-on dit, bon, je présume, mais il faut être bien important pour vouloir égorger un président de la transition, un élément des forces spéciales maliennes. Donc, ce ne serait pas une personne d'apparence peut-être menue comme moi, même si elle était d'apparence menue comme moi. Je pense que celui devrait savoir physiquement qu'il devrait être prêt, en tout cas pour aller accomplir, entre griffes, cette mission qu'il s'était donnée. Alors que dans l'intervalle de quelques jours, sa santé se dégrade au point que mort s'en suive. Il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a des organisations de droits de l'homme qui l'ont déjà réclamé au Mali, qu'on mette en place une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et moi, je crains que si on laisse le travail au gouvernement malien, qu'on ne sache jamais la vérité. Le gouvernement malien n'a pas manqué de nous dire que ce n'était pas un élément isolé. Quand même, on a entendu le président de la transition lui-même dire d'abord le jour de la Tabaski, il est venu à la télé pour dire tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts, le monsieur a été maîtrisé et tout, il n'y a pas eu de truc. Même si on a écouté un autre témoignage de quelqu'un à la mosquée qui disait qu'il a même participé au tabac de l'agresseur. Quelqu'un lui a fait un témoignage par la suite. Alors que sa santé se dégrade à ce point, on est bien curieux de savoir. Il ne faudrait pas que le gouvernement tire seulement ce qu'il arrange. Ce n'est pas un élément isolé. Les enquêtes se poursuivent pour savoir ce qui s'est réellement passé, d'autres qui se retrouveraient dans ce complot. Mais il faut qu'on sache de quoi le monsieur est mort. Sinon, ça, il y a davantage de flou. On peut penser, nous sommes libres de penser ce que nous voulons, que ce seraient les commanditaires qui, pour qu'ils ne parlent pas, sont allés jusque-là à le faire taire. Complicité alors. Complicité, pour qu'ils ne parlent jamais. Alors le gouvernement malien, le gouvernement de la transition au Mali, a lui-même intérêt à savoir ce qui a fait que la santé de ce monsieur s'est dégradée en quelques jours, au point que mort s'en suive. Le gouvernement même a intérêt, sinon pour moi, c'est qu'il n'est pas en sécurité. Et nous savons ce qui se passe dans les pays ces derniers temps. On a parlé d'attentats manqués à Madagascar. Avant Madagascar, c'était en Haïti où le président a été assassiné. On apprend des choses. Plus tard, c'est le Mali. Nous avons l'impression qu'il y a une certaine histoire qui veut se répéter. Nous retournons à une certaine époque. Et si au Mali, on a eu la chance de mettre la main sur l'agresseur qui est décédé, alors il faut fouiller davantage et voir clair. Qui a intérêt, Adrien, selon vous? Bon, il faut être fin de vin pour le savoir. Bon, toujours est-il que certaines personnes pourraient avoir également intérêt.
ceux-là qui n'ont pas vu d'un bon oeil le fait que Assimi Goïta a été posé calmement, avec toute la facilité qu'on puisse imaginer, ceux qui conduisaient la transition. Je ne dis pas que forcément ce sont eux, mais il se fait que certaines personnes, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque souvent un nouvel homme fort arrive à la tête d'un pays, quand même, il y a gens qui rient, gens qui pleurent, forcément. Donc, certainement que ceux-là qui ne veulent pas voir Assimi Goïta et les siens aux affaires, forcément, il n'y a que ceux-là lui-même. Et il a dû le dire, il a dû se rendre à l'évidence pour dire que, bon, tout n'est pas si beau et gai que ça, et que certainement, il doit avoir des antagonismes. Et en fait, d'antagonisme, je crois savoir, il doit en avoir. À cela que c'est un signal fort, il doit beaucoup faire attention désormais. Et au-delà du cadre malien, désormais, il y a des enjeux. Lesquels? Ah oui, mais une puissance colonisatrice était là. Bamako-Logne, déjà du côté d'une autre puissance, qui en pointillé se fait signaler à Bamako. Ah oui, de sorte que lorsque il a plu à un président de dire que, bon, finalement, il faut suspendre une sorte de coopération militaire, bon, les autres se frottaient déjà les mains à l'idée que, bon, si cette puissance-là s'en allait du Mali, elle pourra s'installer. Tapis rouge pour l'autre. Ah, tant pis, ah oui, c'est ça, elle va s'installer. Parce que quand on se rend compte que ce colonel Assimi Goïta a même été formé dans ce pays-là, ah, vous comprenez bien que si un coup peut bien chasser l'autre, on l'est souvent. Et ainsi va la vie, et on verra bien. Mais toujours est-il que nous attendons d'en savoir davantage par rapport à cette mort de celui-là qui a voulu porter atteinte à la vie du président de la transition. On reste en Mali, Saturnin, avec l'avocat des anciens dirigeants, toujours tenu au frais là, qui tonne pour dire ça suffit là, Goïta. Oui, Assimi Goïta, ça a surpris plus d'un, tel qu'il a pu inverser. C'est vrai que déjà, il était là entre le président parti et le coup d'État qui a fini par se perpétrer dans ce pays et qui reviennent encore à remettre en cause la transition avec toutes les institutions sous-régionales qui ont entouré la CEDEAO, l'Union européenne, les grandes puissances qui étaient déjà là, certaines grandes puissances qui étaient déjà là et qui avaient dit niet, on ne veut pas prendre une charge de la transition et dire après que bon, le président a démissionné pour ci, pour ça, parce qu'on voulait maintenir les militaires loin. Le fait qu'il garde Mokta Ouane et Bandaou en résidence surveillée jusqu'ici nous amène également à poser des questions. Et si ceux-là étaient déjà en liberté et cet attentat qu'on a connu était perpétré, on pouvait déjà... Accuse malheur est bon, vous voulez dire, Saturnin? On peut le dire ainsi. La liberté des autres, vous vous en foutez? Non, c'est pas que je m'en fous. On aurait des suspects. Si on ferait forcément un lien? C'est facile pour une victime, quand on est dans cette position-là, de chercher à incriminer quelqu'un lorsque déjà on n'était pas pour la mise en liberté de la personne. C'est plus facile. Jusqu'ici, on n'a pas entendu les autorités maliennes faire un lien. Les enquêtes se poursuivent, nous a-t-on dit, entre ce qui s'est passé et les anciennes autorités de transition. Je veux parler de l'ancien président de transition et son premier ministre qui sont toujours détenus. Et à cette allure-là, il va falloir, comme l'avocat est en train de le dire, qu'Assimi Goïta soit obligé de s'expliquer à des organismes comme la CEDEAO qui font partie de ceux qui avaient réclamé la mise en liberté immédiate de Bandaou et de Mokta Ouane. Si ça ne s'est pas encore passé jusqu'ici, il faudrait quand même qu'il s'explique, parce qu'on ne peut pas détenir de façon arbitraire, on ne peut pas disposer de la liberté d'un individu, encore deux, pour des raisons qu'il ne saurait pas. Heureusement, l'avocat a dit qu'il allait interpeller ces organismes-là, et je pense qu'il a toutes les chances d'avoir raison, quand on sait que les organismes, ces mêmes organismes avaient déjà réclamé, étaient déjà dans sa logique, avaient déjà réclamé la mise en liberté de Bandaou et de Mokta Ouane. Goïta semble sourd à tout ça, Adrien. Oui, mais jusqu'à quand? Et comme ça, tu l'as bien de le dire, là, il va falloir que la CEDEAO s'implique à nouveau. La même? Oui, la même CEDEAO. Non, au moins sur ce plan, elle pourrait faire entendre raison à Assimi Goïta, parce que, rappelez-vous, au sommet extraordinaire d'Accra, avant même que le sommet n'ait lieu, c'est vrai que Assimi Goïta était dans la capitale ghanéenne, il ne savait pas à quelle sauce il serait mangé, mais ça n'est sorti à mon compte, en cela que, finalement, les faits se sont imposés aux dirigeants de la CEDEAO qui ont dû, la mort dans l'âme, constater que c'est lui qui devrait assurer la transition. Maintenant,
il faut bien quand même qu'il prête une oreille attentive à ce que diront les dirigeants de la CEDEAO très prochainement. Parce que je ne suis pas à Abuja, au siège de la CEDEAO, mais certainement que les jours à venir, une délégation... La CEDEAO s'en fout d'habitude. Non, oui, certainement une délégation de la CEDEAO pourrait se rendre à Bamako pour négocier la libération. Elle traîne un peu, non? Oui, bon, vous savez que chacun a son calendrier et il y a désormais un homme fort. Elle court très lentement cette CEDEAO. Oui, Assimi Goïta n'est plus le même Assimi Goïta qui était assis attendant la réaction c'est un autre maintenant. C'est un autre parce que, attention, je suis roi, vous m'appelez le roi. Et il est président de la transition, certes, mais aujourd'hui, c'est lui qui répond au Mali. La première autorité, c'est lui. Un détenu a des droits quand même, Saturnin. Un détenu a des droits, même s'il est coupable, il a des droits. Encore que ceux-ci, on ne sait pas ce qu'on leur reproche. On leur reproche juste d'avoir été président de transition et premier ministre de transition. Je ne sais pas quelle est la peine qu'ils encourent pour ça. Et à défaut, si c'est que Assimi Goïta pense qu'il constitue une menace pour lui, parce qu'on ne sait toujours pas. On a vu le président de la transition entre-temps faire un tour à Paris et revenir avant qu'il soit démis de ses fonctions après la mise en place de ce gouvernement-là. Parce que disent les militaires, ils n'ont pas été consultés pour cette copie-là qui a été rendue. Si Assimi Goïta pense qu'il constitue une menace pour lui, le chef d'État de la CEDEAO, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est là pour savoir si c'est le cas, s'il faut exfiltrer officiellement, je dis les deux, pour qu'ils aillent quand même habiter un pays de la communauté en attendant que le climat s'apaise, en attendant que les autorités de transition finissent leur mandat et puis passent la main après des élections telles que souhaitées, parce que ça va être certainement l'autre conflit. Ils font signe tout bas déjà, mais ça pourrait venir la durée accordée à cette transition. Ça vient. Ça peut s'avérer insuffisante. Ils attendaient déjà à ça. Et comme ils le disent, le peuple malien a décidé. Et c'est peut-être d'autres points forts de Assimi Goïta jusqu'ici. Quand ça s'est passé, vous n'avez pas vu des Maliens manifester contre ce qui s'est passé, contre le retour de Assimi Goïta. Au contraire, ce sont quelques scènes plutôt qui semblent poindre Assimi Goïta, qui semble dire tu es chez toi, quelques prises de position par rapport à la France qui sont ovationnées par la population. C'est dit qu'a priori il est en terrain conquis et il faudra que la CEDEAO s'implique davantage. Je parle plus de la CEDEAO que des pays européens, parce que de plus en plus des pays africains semblent se dire non, nous ferons ce qui paraît bien pour nous et nous n'allons pas vous écouter. La pression pourrait être plus forte du côté de la CEDEAO et c'est heureux de voir par exemple la France dire qu'elle accompagne ce que la CEDEAO décide, ce qui a fait que lorsque la CEDEAO, après le sommet, je crois, du Ghana, a eu à reconnaître la décision du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle malienne, qui reconnaît Assimi Goïta comme président, n'a pas fait autre chose que de dire, si la CEDEAO est d'accord, j'accompagne. Même si on a écouté Emmanuel Macron plus tard dire qu'il n'était pas du tout d'accord. Nous sommes en Ouganda où on sort beaucoup de magots pour les députés. Quand on voit la décision prise par le gouvernement d'acheter des voitures aux députés alors qu'on n'a pas assez d'argent pour la vaccination et que les hôpitaux manquent de médicaments essentiels et d'oxygène, on voit que les priorités du pays sont inversées. La manœuvre ne passe pas là visiblement. Oh, c'est à croire qu'en Afrique, dans certains pays désormais, les députés sont devenus si importants qu'il faut acheter leur silence. Parce que le fait... Ah, c'est le cas. Ah oui, c'est ça. Ce sont eux qui votent les lois. Ils n'iraient pas à pied, non? Mais pour que vous puissiez vous éterniser au pouvoir, il faut prendre par le Parlement. Et vous savez que le président ougandais a prêté serment il n'y a pas longtemps. Et qu'entre-temps, il y a des manœuvres là qui sont entreprises pour que, sait-on jamais, à défaut de régner ad vitam aeternam, son fils prenne le relais. Et vous savez déjà les conditions qui sont d'être mises en place pour que le moment venu, sait-on jamais, le fils prenne la place du père, comme cela est en train de se faire au Tchad là. Donc les députés, ils l'avons dit, ils sont pas si souverains que ça, comme on le dit. Oui, c'est parce que c'est eux qui votent les lois. Donc aller jusqu'à le acheter des véhicules, bon, on me dira des véhicules de fonction, mais tel que ça se passe, je crains que ce ne soit une corruption déguisée pour acheter, je le dis encore, leur silence, parce que si cette députée-là devrait faire véritablement leur travail, je ne pense pas que celui-là qui s'est abonné au pouvoir en Ouganda serait encore là. Vous aurez tout compris, parce que je ne vois pas la carrure,
ou l'influence que ce président a là, au point où tous ces députés soient assis soumis. Parce que là-bas également, on mate toute contestation, toute rébellion. C'est systématique. Mais c'est systématique là. Parce que l'armée est aux ordres véritablement. Et c'est la force. Il n'y a pas de dialogue. Vous aurez tout compris. Donc, on a peur de quoi? Ou on trame quoi? Ce sont les questions que j'ai commencé par me poser en Ouganda. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en RDC également récemment, il y a eu pratiquement un cas similaire où il a plu au président de la République, au président actuel, d'acheter des voitures haut de gamme et à d'importantes sommes. Et là également, nous attendons de voir ce que ça va donner. Ça fait 32 millions de nos francs par député. Il y en a 529 Saturnin. Pour un pays qui ne peut pas s'offrir des vaccins. Les ressources sont là. N'oublions pas le pétrole, quand même. En Ouganda, quand on a tout ça, on peut se permettre certaines choses. Mais la question se pose au niveau de la priorité. Ces ressources qui sont disponibles, on dénonce le fait qu'il manque d'oxygène, qu'il manque de vaccins. On devrait déjà satisfaire ça. En période de pandémie, je pense que c'est en termes de priorité ce vers quoi il faut aller. Il faut reconnaître à l'Ouganda, je crois, selon quelques coups d'œil jetés sur les études qui sont faites, cette santé plus relativement bonne économiquement parlant, puisque je crois entre 29 ans, l'indice de développement humain en Ouganda a augmenté de 75%. De 75%. Donc, quand on affiche cette santé économique, apparemment, on pouvait voir derrière un pays dans lequel les citoyens se portent mieux, ou dans lequel il n'y a pas de problème de vaccin. On devrait en avoir même en réserve pour dire nous sommes parés contre le nouveau coronavirus, la Covid-19. Mais quand on dit qu'il y a même de l'oxygène qui manque dans les hôpitaux, on sait à quel moment on fait recours à des bouteilles d'oxygène dans nos hôpitaux. C'est quand votre vie ne tiendrait qu'à ça. Qu'à ça. Et entre un véhicule acheté à un député à ce montant-là et cette nécessité-là, je pense que le choix est vite fait. Peut-être qu'il y a également un projet dans ce sens pour qu'on apporte satisfaction à ce qui manque dans les hôpitaux en Ouganda, et que d'ici là, le président va s'exécuter. Et vous savez ce que sont les libertés politiques, les libertés individuelles dans ce pays-là, quand même on parle d'indice de développement humain assez quand même satisfaisant. Les politiciens, Adrien Monsou le disait tout à l'heure, quand on sent qu'on est dans un climat, dans une ambiance où on s'est imposé, où on tient tout le monde par la force, de temps en temps, excusez du peu, comme des chiens, il faut jeter des os pour calmer la faim, pour calmer des velléités. Et je crois qu'un député qui se retrouve avec un véhicule acheté à ce montant-là, il y a de quoi se dire merci, Monsieur le Président. Et quand on dit merci, c'est qu'on en attend davantage. Jusqu'à quand, Adrien, nos parlements sont devenus vraiment... je peux garder le mot. Oui, il faut le censurer jusqu'à quand, parce que l'autre a parlé de... Bon, sous d'autres cieux, on parle de députés Goudio, députés qui attendent de recevoir des instructions, des ordres, alors que ce ne devrait pas être cela. Parce qu'il a dit institution de contre-pouvoir, normalement, l'Assemblée. Et oui, parce que le Parlement, pour accompagner le gouvernement, doit voter des lois réalistes et objectives qui permettront au gouvernement de promouvoir véritablement le développement socio-économique s'entend, le bien-être des populations. Mais on n'assiste pas souvent à cela. C'est-à-dire que quelqu'un est en place, il est président de la République, il parvient à avoir une majorité, il tient à ne plus lâcher cette majorité-là, il tient à disposer de cette majorité-là autant qu'il voudra pour essayer de faire passer ces lois et décisions. Normalement, au Parlement, un chef d'État en exercice ne doit pas avoir peur du Parlement, mais doit craindre le Parlement en ce que chargé de contrôler ses actions, ses initiatives, de le recadrer aux besoins par rapport à certaines situations, aux objectifs de développement. Mais non, on a constaté que dans la plupart des pays africains, tous les parlementaires ne jouent plus les premiers rôles qui sont les leurs. On constate avec... Triste pour ce continent, c'est ça. Triste. Et Joe Biden s'invite dans cette partie. Il dit quoi?
Le président russe a un vrai problème. Il est là, à la tête d'une économie qui a des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d'autre. Cela le rend encore plus dangereux, selon moi. Biden a parlé, Saturnin. Biden a parlé, je crois que l'ascension que la Russie est en train de faire ces derniers temps au niveau de certains pays, géopolitiquement parlant, viennent quand même des intérêts, surtout des intérêts des États-Unis d'Amérique qui se sont affichés jusqu'ici comme étant une puissance, la première puissance mondiale, et qui se retrouvent talochés par des pays, la Chine, la Russie, qui, soit dit en passant, politiquement parlant, commencent par s'accorder sur certains points. En ce qui concerne les droits humains, les droits fondamentaux et tout, veulent sacrifier tout ça pour des intérêts économiques le plus. Vous savez que la Russie aujourd'hui avec Vladimir Poutine, s'il faut que je parle encore de revanche, puisqu'on sait que Poutine n'avait jamais digéré la dislocation de l'URSS et qui aujourd'hui fait tout pour reprendre de l'espace, reprendre de l'influence, se repositionner non seulement au niveau de son continent mais également au niveau des continents comme l'Afrique. Il a de quoi donner des frissons à Joe Biden pour qu'il garde un œil sur ce pays-là, sur le haïssement de la Russie, qui de plus en plus renforce son arsenal nucléaire. On sent que la Russie se dote d'une puissance de frappe, d'une puissance de feu pour contrecarrer des velléités. Il n'est pas rare d'entendre que la Russie allait intercepter dans les airs tel autre avion qui voulait entrer dans son espace, que dans telle mer, il y a eu tel sous-marin qui est allé parce qu'il y a eu des opérations militaires qui se dérouleraient et que la Russie fasse des tirs comme pour dire attention, ici c'est mon territoire. La Russie qui commence par annexer la Crimée, le pauvre Ukrainien qui continue d'avoir des problèmes avec Vladimir Poutine et tout ça. Donc, c'est des feux qui sont allumés et sur lesquels les États-Unis restent vigilants. Comment vont-ils s'y prendre pour garder Vladimir Poutine dans son couloir? Ça va être difficile. Il dit que son pays est menacé, là, visiblement, Biden. Mais voilà pourquoi il opère ce que je peux appeler un marquage à la culotte. On surveille Poutine comme du lait sur du feu, en cela que, ayant pratiquement la même puissance dans plusieurs domaines, à l'instar des États-Unis d'Amérique, vous comprenez bien que lorsqu'un conflit venait à éclater ou être déclaré, les uns les autres pourront quand même contenir ceux-là qu'il faut contenir d'abord avant de s'avouer vaincu. C'est-à-dire que Joe Biden ne veut pas se laisser surprendre, en fait. Il ne veut pas se laisser surprendre. Parfois, il anticipe. Parfois, il anticipe pour dissuader, en fait, Vladimir Poutine, parce qu'il n'est pas sans savoir qu'il a des velléités. En fait, des velléités, il en a vraiment. Donc, non seulement il faut vendre davantage la Russie à certains pays qui voudront bien l'acheter, mais il faut prouver également qu'on a une puissance avec laquelle il faut compter désormais dans le monde. Il dit, regardez ce que la Russie fait déjà avec les élections de 2022 et la désinformation. C'est une violation pure et simple de notre souveraineté, ce fâche l'homme. Ça rappelle ce qui avait amené Donald Trump au pouvoir. Les États-Unis d'Amérique ne s'attendaient pas à cela. Et c'est osé pour la Russie d'être si influente au point d'être soupçonnée d'avoir fait basculer une échéance électorale comme la présidentielle, pas dans n'importe quel pays. Les États-Unis d'Amérique a fait déjouer des pronostics en faveur de quelqu'un. Mais il y a de quoi prendre au sérieux la Russie désormais pour des échéances. Pour la dernière présidentielle, nous avons vu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis comme garde-fou pour empêcher que l'histoire se répète pour cette présidentielle-là. Et quand on sait qu'elle n'est jamais loin, elle veut toujours damer le pion, elle veut ravir la vedette aux États-Unis d'Amérique, et quelle c'est l'influence, parlant de la Russie, l'influence des États-Unis d'Amérique sur l'échiquier politique mondial, que ce soit au niveau économique, dans plusieurs autres domaines. Si une intervention, quand on parle d'intervention de la Russie aux États-Unis d'Amérique, en tout cas pour ce qui est soupçonné, nous savons ce que c'est. On parle de piratage, on parle d'attaque, de cyberattaque et tout ce qui va avec. Quand on pensera que
tel pignon avancé pourrait nous permettre également d'avancer et d'avoir des éléments sur qui nous pouvons compter du côté des États-Unis d'Amérique. Je pense que la Russie, officieusement, ne va pas s'empêcher de le faire, même si officiellement, Vladimir Poutine continuera de clamer son innocence, parce qu'il ne suffit pas que ce soit le gouvernement qui soit à l'origine, qui soit instigateur de ces attaques-là. Joe Biden l'a dit récemment, que dans le pays, il peut y avoir des structures qui fassent le sale boulot et qu'on protège. Et c'est aussi ça la responsabilité de la Russie, que mettent en cause les États-Unis d'Amérique et autres puissances. Et nous bouclons par la Guinée équatoriale en parlant de bien Malaké de ce côté-là. La Cour de cassation française a décidé. Et du côté de Malabo, on a dit ceci. Nous n'admettons pas d'ingérence dans les affaires internes de notre pays. Jugeons que ces sanctions violent les principes du droit international. Adrien. Ça vous fait carrément. Oh, ça me fait sourire. Mais quel principe du droit international? Mais non. Quand est-ce que cet enfant du président de la République a travaillé, a fait fortune pour... Il sait faire quoi dans la vie? Justement, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Tout est-il, mais peut-être profession fils de président de la République. Il y a des salaires mirobolants pour ça. Si c'est ça, alors là, on peut justifier sa richesse. Mais cette énorme richesse-là, où on parle maintenant de la justice internationale, oh là là, vous aurez compris que si c'était en Guinée, même dans son pays, oh là là, on botterait déjà en touche. Oh là là, il n'oserait même pas. Soit il se déclarerait incompétent. Hein, vous comprenez? C'est le mot. Ah oui. C'est consacré. C'est consacré désormais. Donc, c'est bien. Cette décision, moi j'approuve cette décision qui a été prise parce que il faut quand même que le fils du président sache désormais que, bon, c'est pas parce qu'on a ce statut-là qu'on peut tout se permettre. Vous comprenez bien? Et c'est heureux que désormais à l'international, de temps en temps, les décisions fassent comprendre à certains dirigeants qui ne sont pas tout le temps puissants. Et c'est ça un cas auquel nous assistons. Il parle d'ingérence. Moi, j'interroge surtout ce thème ingérence. Adrien Moussou parlait tout à l'heure de son salaire. Je crois, selon un article de Jeune Afrique que j'ai consulté, jusqu'à une époque récente, Théodorin, pour son surnom, était à 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois. Récemment. Comme vice-président, c'est ça? Ou comme fiston de... Comme vice-président. Comme vice-président pour son salaire mensuel. Lui, il est déjà positionné, c'est pas qu'on cherche. Il est déjà là. Ça pourrait évoluer ça pourrait déjà évoluer avant cette émission, parce que ça va quand même quelques années déjà. Et je disais que j'interrogeais le thème ingérence. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une certaine facilité de prendre l'individu, Théodoro Obiang Mangué, pour le gouvernement, l'État. On accuse Théodorin de détournement, de blanchiment, de corruption. Je pense que c'est l'individu qui est accusé. Ce n'est pas Escalité, vice-président de la République de la Guinée équatoriale, qui est accusé. On n'aurait pas osé vous le dire si c'était le cas? Mais ça, on saurait que c'est quelque chose qu'il a eu à commettre, en tout cas, qui appartient à sa mission, à sa fonction de vice-président de la République. Là, on saurait que nous sommes dans le terrain de la diplomatie. Ce n'est pas pour la première fois qu'on voit des gens impliqués pour des faits qui remontent à leur moment de pouvoir, à leur moment d'exercice de certaines fonctions données. Et je vois que c'est un ministre des Affaires étrangères qui se lève et qui répond pour des faits qu'on reproche à l'individu. Cela voudra dire que Théodorin, la Guinée équatoriale le porte. Et ça ne manque pas, parce que n'oublions pas que ce n'est pas pour la première fois qu'un pays se retrouve à accuser le même individu. Avant la France, avant la décision de la Cour de cassation, je crois... Le Royaume-Uni également. Le Royaume-Uni a condamné, a sanctionné Théodorin. Et avant, chez son sol. Avant le Royaume-Uni, il y a la Suisse. Parce que ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Je crois que la Suisse avait eu à saisir, je crois, à fin 2018 ou 2019, 25 véhicules de luxe, et pas n'importe lesquels, du même Théodorin, le soupçonnant de blanchiment. La Suisse avait saisi ces véhicules et n'avait pas pu rattacher ça personnellement à l'individu. Pourquoi? Parce qu'officiellement, les 25 véhicules de luxe saisis appartenaient à l'État équato-guinéen.
Mais la Suisse, tenant dur à ça, a voulu envoyer un message à ces dirigeants qui détournent les fonds publics, qui blanchissent pour faire ce qu'ils veulent. La Suisse a décidé de vendre aux enchères les 25 véhicules de luxe qu'on soupçonne Théodorin d'être le propriétaire. Ce qui a été fait, je crois, en septembre 2019, la Suisse a eu à mettre aux enchères les 25 véhicules de luxe. L'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la mise aux enchères, la vente aux enchères, pardon, il y a eu un seul individu, je crois un Allemand d'une trentaine d'années, qui a acheté 13 des 25 véhicules. Nous étions en septembre. Je crois en décembre, l'individu qui a acheté les véhicules les a embarqués pour Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, Théodorin Obiang s'est fait prendre en photo au volant d'un des véhicules dans les rues de la Guinée équatoriale. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Comme pour dire aux Suisses, les véhicules qu'on dit appartenaient à l'État équato-guinéen, les véhicules ont été vendus, un individu a acheté, sont revenus dans les rues de la Guinée équatoriale avec qui au volant? Avec Théodorin au volant. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que la France. Et l'ingérence dans ce sens que on voit même le gouvernement prendre fait et cause. Parce que juste pour ça, on a dit qu'on va fermer l'ambassade de la Guinée équatoriale à Londres. Qu'est-ce qu'on va dire pour la France? C'est également l'ambassadeur français. Elle a appelé. Là-bas, oui, il a été appelé, on est menacé même. C'est heureux. Nous sommes déjà à 3 pays. Quel autre pays j'ai oublié? Il y en aurait certainement d'autres. Peut-être que la Guinée équatoriale devrait s'apprêter à fermer ses ambassades dans tous les pays européens. Nous attendons de voir ce que ça va être. Et c'est ce que le citoyen équato-guinéen, c'est vrai qu'il y a la richesse et qu'ils ne sont pas aussi nombreux dans le pays, quelques têtes de millions d'habitants à peine, devrait se poser ces questions. Si quelqu'un, dont je parlais tout à l'heure en disant 10 000 euros, peut s'offrir des appartements en particulier à Paris, avec, je crois, 101 pièces, peut se constituer un patrimoine roulant, pour ainsi dire, parler de véhicules de plus de 5 millions d'euros, et tout ça, avec tout ce qu'il y a comme précédent, se poser la question finalement pour dire, moi, à la place de l'État équato-guinéen, moi je dirais, c'est l'individu, il a notre président, notre vice-président, pardon, nous lui faisons confiance, qu'il aille répondre devant la justice, et puis son innocence serait établie. Je ne viendrai pas dire qu'il y a ingérence et qu'on va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, parce que immunité des dirigeants à l'extérieur, affaires juridiques internes. Qu'est-ce que ça a fait? L'individu est-il finalement, officiellement, l'État, puisqu'il ne peut pas être à la tête du pays, je crois, déjà depuis 42 ans à la tête de l'État équato-guinéen. Avant ma naissance, c'est sérieux là. Adrien, ça dit quoi, fils de président, faire ça? Oh, c'est tout simplement triste pour la République. C'est vrai, même s'il y a de l'argent en Guinée équatoriale, ce n'est pas une raison. Un enfant de président de la République, il se fait comme tout autre. Et un exemple? Justement, un modèle même. Ça doit être un modèle. Parce qu'on voit bien comment est-ce que les ressources du pays sont gérées. En fait, c'est ça. Les ressources du pays sont gérées. Le père laisse faire ça. Mais il n'a pas le choix. Mais ne soyez pas non plus surpris. Hein. On vient de le condamner. L'autre, au Congo-Brazzaville, a tout fait de nommer son fils maintenant un poste stratégique. Récemment, après sa réélection de Congo-Brazza. Ouais. Ne soyez pas surpris que, bon, du côté de la Guinée équatoriale également, des initiatives sont déjà... mais lui, il est déjà vice-président. Hein. Oui, il est déjà vice-président, mais attention. Il peut remplacer le père, quand même. Il peut remplacer le père. On ne sait jamais. Et là, mais il fera face maintenant à ceux-là qui le condamnent aujourd'hui. On verra bien. Les rapports jusqu'où iront, les rapports de force. Nous sommes des homologues désormais, c'est ça. Alors là, vous comprenez bien que les données pourraient changer sur bien des plans. Mais attention, ce n'est pas un exemple à suivre. Merci à vous, Adrien. Merci à vous, madame, monsieur. Merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons très prochainement.